En gros, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, avec un pantalon kaki bon marché et une érection due à la panique. Ce n'est pas vraiment le enterrement viking dont j'avais toujours rêvé. Mais la vie est une drôle de chose. Une minute, vous êtes en vie et sur le point de finir votre burrito réchauffé au micro-ondes, et la minute d'après, vous clignez des yeux sous les lampes fluorescentes qui pendent du plafond, comme si elles voulaient vous dire quelque chose. J'aimerais me souvenir exactement du moment où je suis mort, mais tout est flou, comme dans le brouillard. C'est peut-être à cause du cholestérol, ou du karma, ou peut-être de cette troisième blague du genre « c'est elle qui l'a dit » que j'ai lancée à la veuve en deuil lors de mon appel au service d'assistance. Je ne sais pas, mais je me suis réveillé ici, où que ce « ici » puisse être, sans chaussures, et avec un goût de vieux dans la bouche, comme si quelqu'un avait passé le regret à travers un filtre, Brita, et m'avait forcé à me rincer la gorge avec. Cherchez sur Google. La pièce dans laquelle je me trouvais semblait être le résultat d'une union entre un bureau des passeports et un cabinet dentaire qui aurait décidé d'élever leur enfant dans la salle de repos du personnel de Walmart. Les murs étaient d'une couleur beige indéfinissable qui semblait aspirer toute joie de l'air ambiant. Le sol était en linoléum, mais par endroits collants, comme s'il avait été lavé avec du soda mélangé à de la honte. Le long du mur s'alignaient des chaises, toutes occupées par des personnes qui semblaient toutes aussi perdues et malheureuses les unes que les autres. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement dans le vide, comme s'ils attendaient un vol retardé qui avait été annulé 5 ans auparavant. J'ai commis l'erreur d'essayer de parler à l'homme à côté de moi, un homme d'âge moyen en peignoir qui sentait l'oignon et la déception, mais il a seulement cligné lentement des yeux et murmuré « J'ai fait le mauvais choix », avant de se replonger dans le vide. Il n'y avait pas d'horloge, c'est important. Pas d'horloge, pas de fenêtre, pas de musique. Rien n'indiquait que le temps faisait autre chose que tourner en boucle sur lui-même, comme un serpent qui se mord la queue. Toutes les quelques éternités, un numéro s'affichait à l'écran. Les gens jetaient un coup d'œil au ticket qu'ils avaient en main, puis l'un d'entre eux se levait et disparaissait derrière la porte au fond de la pièce. J'avais un numéro. 26 666. Bien sûr, l'écran affichait le numéro 6665, puis il clignotait, et ensuite, il affichait 6667. Cela s'est répété 4 fois. La première fois, j'ai ri. La deuxième fois, j'ai grogné. La troisième fois, j'ai montré mon majeur à l'écran et j'ai dit « Super les gars, très original ». La quatrième fois, j'étais prêt à tirer l'alarme incendie, si seulement j'avais pu la trouver, ou si j'avais cru que les lois de la physique s'appliquaient encore, ici. Mais c'est justement ça, le truc, non? Vous n'êtes plus au Kansas. Vous n'êtes même plus dans un endroit où il y a des États, des pays ou de l'oxygène auquel on peut se fier. Vous êtes en mode veille et votre dernière pensée a probablement été « Est-ce que tout va vraiment se terminer comme ça ?» Finalement. La porte s'est ouverte en grinçant et une femme est apparue. Pas une administratrice, pas une infirmière, juste une femme vêtue d'un cardigan beige et avec une expression fatiguée, comme si elle venait d'essayer de régler une dispute lors d'une réunion de parents d'élèves à propos de gâteaux sans gluten. Elle a prononcé mon nom sans lever les yeux. Kate Snyder. Je me suis levé, j'ai souri et j'ai fait ce geste pif-paf avec mes doigts que j'ai immédiatement regretté dans un élan de déception. Elle m'a tendu un dossier en carton. Sans dire un mot, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des photos d'enfance ternes, une liste de requêtes de recherche dont je ne me souvenais pas, et une feuille imprimée sur laquelle était simplement écrit « Note finale, 43%. » Il n'y eut ni conversation, ni marteau de juge, ni balance, ni voix tonitruante venue du ciel
pour annoncer que j'avais été pesé et jugé indigne. Juste une tenue à ma taille, un pantalon gris, une chemise polo sans goût, des chaussures noires qui, me semblait-il, me serraient d'une demi-pointure, et un doigt pointant vers la porte sur laquelle était simplement inscrit en lettres blanches « Pas le meilleur endroit ». Pas de feu, pas de tonnerre, pas de musique dramatique, juste cette porte qui m'attendait, et je n'avais d'autre choix que de l'ouvrir. Je suis resté là plus longtemps que prévu, mon dossier dans une main et ma chemise polo en polyester dans l'autre, fixant la porte comme si elle pouvait changer d'avis. Comme si, peut-être, juste peut-être, il y avait d'eux une erreur administrative et que le vrai Kit Snyder était toujours quelque part, faisant un doigt d'honneur aux piétons et réchauffant sa mélancolie au micro-ondes sous forme de burrito. J'ai jeté un coup d'œil à la salle d'attente dans l'espoir de quoi? Je ne sais pas moi-même. Un appel, un sondage de satisfaction client. Mais personne n'a levé la tête, tout le monde s'en fichait. L'administratrice avait déjà disparu, sa chaise tournait lentement, s'arrêtant comme si elle s'était simplement évaporée dans les airs. Il ne restait plus que moi et la porte. Et elle n'était même pas effrayante, voilà le problème. On s'attend à ce que l'enfer soit entouré de barbelés, faits d'os, ou au moins qu'il sente le soufre et les traumatismes infantiles. Mais non, cette porte avait l'air de pouvoir se trouver dans le couloir arrière d'un magasin de cigarettes électroniques. Noir mat, avec de la peinture légèrement écaillée sur les bords, la poignée était usée en bas à force d'avoir été trop souvent frappée à coups de pied. Les mots « pas le meilleur endroit » étaient imprimés en grosses lettres, Helvetica ridicule. Quelqu'un avait collé un autocollant décoloré, réservé au personnel, juste en dessous de la poignée. Comme si le diable avait sous-traité le service à un type nommé Ron, qui ne croyait pas à l'email. J'ai ri, ou du moins j'ai essayé. Le son était étrange, étouffé et sec. Ce n'était pas mon rire habituel, celui que j'utilise quand je fais semblant que tout va bien. Celui-ci ressemblait davantage à quelque chose qui sortait de force de ma gorge, comme si cela attendait depuis longtemps ce moment. Alors j'ai dit quelque chose parce que le silence me semblait dangereux. Eh bien, ça va être nul. J'ai enfilé l'uniforme. Il m'allait bien sûr trop bien, comme s'il avait été taillé sur mesure pour mes regrets. Le col me démangeait, la ceinture me serrait légèrement le ventre. Pas au point d'être inconfortable, pas tout à fait. Juste assez pour me rappeler que je n'avais plus de vrai corps. Pas tel que je m'en souvenais. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mon ombre ne bougeait pas avec moi. Elle semblait simplement m'observer. Puis j'ai tendu la main vers la poignée. Elle était chaude, pas brûlante, pas au point de brûler la chair, pas infernalement chaude, juste chaude. Familière de cette manière profondément troublante qu'ont les choses quand on comprend qu'on a passé toute sa vie à courir vers elles sans le savoir. J'ai ouvert la porte. Derrière, il y avait un couloir, des murs rouges, un sol noir, un plafond qui ressemblait à de la pierre brûlée. Au-dessus de ma tête, une enseigne clignotante émettait une lumière jaune douloureuse qui donnait à tout un aspect jaunâtre. Je suis entré et la porte s'est refermée derrière moi avec un clic, comme la porte d'un coffre-fort. À ce moment-là, j'ai été submergé, pas par la peur, pas encore, pas par le regret, juste par cette pensée calme et tranquille, claire comme le son d'une cloche. Ils n'ont même pas pris la peine de me dire pourquoi ils m'ont envoyé ici. Pas de monologue, pas d'explication, pas de liste de péchés gravés dans le ciel. Juste un dossier, un sol et une porte. L'enfer n'a pas besoin de s'expliquer. Il vous connaît déjà. Le couloir semblait plus long qu'il n'aurait dû l'être, non pas dans un sens mystique et hallucinant, mais plutôt comme une illusion d'optique bon marché dans une mauvaise maison hantée. Les lampes au-dessus de ma tête bourdonnaient pulsant juste assez pour me faire cligner des yeux. Au loin, j'entendais des cris. Difficile de dire s'il s'agissait de cris du genre « je brûle dans les flammes » ou
Il passe mon Nickelback en boucle, mais dans tous les cas, cela n'inspirait pas confiance. Puis, une odeur est apparue, du pain grillé brûlé, de l'eau de Cologne bon marché, des chaussettes de sport et quelque chose de sucré-salé, à la base, comme du sucre qui aurait moisi puis pris feu. C'était l'odeur du désespoir mariné dans du déodorant Axe. Mes yeux se sont mis à pleurer, et puis je l'ai entendu. Regardez-le, de la chair fraîche, dans une chemise propre, avec une expression qui dit « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» J'adore ça. Ça réchauffe les restes de ce qui était autrefois mon cœur. Sérieusement. Il est apparu comme un magicien sur scène, exécutant un tour bon marché. De la fumée, une pause dramatique, un pif-paf du doigt et une révérence. Il était petit, nerveux et portait une veste de taille de trop grande, avec une broche en forme de visage en pleurs sur le revers. Sa peau avait une teinte rougeâtre maladive, comme un coup de soleil qui ne guérissait jamais. Et son sourire, mon Dieu, son sourire semblait avoir été sculpté sur son visage avec un couteau à beurre et figé quelque part à l'époque de l'administration Nixon. « Oui, je suis Garth, » dit-il, comme si cela avait une signification. « Bienvenue au Popa le meilleur endroit. » Marque déposée en cours d'enregistrement. Veuillez ne pas intenter de poursuite judiciaire. Je serai votre hôte, votre guide, votre démon de soutien émotionnel et votre conseiller personnel en matière de tourments pendant votre formation. Il tendit la main. Elle fumait. Légèrement, mais pas au sens figuré. De la vraie fumée. J'hésitais. Oh, allez, je ne mords pas. C'est le travail du service des ressources humaines. Je te montre simplement les environs. Je veille à ce que tu ne te perdes pas dans l'abîme hurlant éternel ou que tu ne te retrouves pas accidentellement dans la salle des souris. Tu n'aimerais pas la salle des souris. Elle est humide. Je lui ai serré la main et je l'ai immédiatement regretté. C'était comme attraper un charbon brûlant enveloppé dans une peau de saucisse grasse. Il m'a fait un clin d'œil, comme si nous étions de vieux amis. Ah, regardez-moi cette tête. Vous pensez que je suis une sorte de petit troll répugnant qui est là pour rendre votre vie après la mort insupportable. Et vous avez raison. Mais bon, relève la tête. Au moins, tu as eu droit au forfait luxe. La plupart des âmes sont simplement jetées dans un trou et on leur dit de se débrouiller pour descendre. Je ne me souviens pas m'être inscrit à une excursion. Personne ne s'en souvient, dit Garth en pivotant sur ses talons comme un animateur de jeux télévisés. Mais ne t'inquiète pas, tu as du potentiel, je le sens. Pas comme le gars avant toi, Gary Glenn. Il s'est pissé dessus 2 fois avant même qu'on arrive au tapis de bienvenue. Et toi, tu es des bavards. J'ai lu ton dossier. Petit connard sarcastique. J'aime ça. Tu tiendras plus longtemps. Je tiendrai le coup où... Garth regarda par-dessus son épaule. Son sourire s'accentua. Dans le système, mon pote. Puis il se tourna complètement vers moi, les bras écartés, comme s'il présentait une Toyota d'occasion à laquelle il manquait 3 portes et dans le moteur de laquelle vivait un écureuil. Bon, prêt pour notre visite guidée du quartier le plus sous-estimé et surpeuplé de l'enfer. Accroche-toi bien, Kit. Le pire endroit t'attend. Et, oh mon Dieu, il a de grands projets pour toi. Sur ces mots, il se mit en marche. Je l'ai suivi, car que pouvais-je faire d'autre? Nous avons marché en silence pendant un certain temps, tandis que Garth fredonnait quelque chose qui ressemblait étrangement à Karma Chaméléon, mais dont les paroles bourvincedes étaient remplacées par des variations sur le thème « Brûle éternellement ». Brûle éternellement. Ton âme périra. J'étais trop occupé à essayer de ne pas coller mes chaussures au sol pour poser des questions. Le sol donnait l'impression que quelqu'un avait versé du sirop sur du linoléum chaud, puis l'avait piétiné dans un accès de désespoir. Chaque pas était accompagné d'un léger bruit humide. Ce n'était pas rassurant.
Nous nous sommes arrêtés devant une grande arche faite de quelque chose qui ressemblait à des meubles Ikea fondus et à des larmes. Au-dessus d'elle était suspendue une enseigne au néon qui clignotait juste assez pour donner mal à la tête. Elle disait « Bienvenue dans la salle des petits désagréments, car les souffrances éternelles ne doivent pas toujours être dramatiques. » Garth a frappé dans ses mains et s'est tourné vers moi avec un sourire de vendeur ambulant. Bon, il est temps de se mouiller les pieds, au sens figuré, et si le sol avec des chaussettes mouillées est toujours actif, et connaissant notre service d'exploitation, il l'est, alors au sens propre. Tu vas passer un peu de temps ici, mon ami. Pas longtemps, juste assez pour t'imprégner, tu vois, pour endurcir ton caractère, tailler ton âme. Procédure standard. J'ai jeté un coup d'œil derrière l'arche. À première vue, tout semblait plutôt correct. Un couloir recouvert de moquettes, du papier peint de mauvaise qualité. Une musique de fond jouait doucement. Cela ressemblait à un très long couloir dans une clinique dentaire. Quoi? Attendez, c'est tout? Où sont le feu, le sang, les visages hurlants? Garth m'a donné une tape dans le dos trop forte, comme s'il essayait de me faire sortir l'air des poumons. Ah, non, 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 non. Tu vois, c'est le niveau initial des souffrances, une introduction au malheur, pour ainsi dire, une drogue douce avec laquelle tout commence. Le feu et le soufre, c'est pour les idiots du 6e niveau. Ici, en haut, tout était basé sur l'irritation. Le genre d'irritation qui vous prend aux tripes et refuse de vous quitter. Vous verrez, vous verrez. Il fit un geste de la main. Le sol s'ouvrit sous mes pieds. Je m'écroulais. J'atterris dans une pièce qui ressemblait à un bureau des passeports qui aurait explosé à l'intérieur d'une salle d'attente, elle-même située dans un collège public envahi par la moisissure. Les lampes au-dessus de ma tête bourdonnaient, clignotant juste assez pour me donner un léger mal de tête. Une femme en blouse médicale a éternué directement dans sa main. Elle a ensuite donné une tape amicale à un enfant qui tenait une boîte de jus de fruits. L'enfant m'a regardé et a bavé. J'ai avancé. À chaque pas, quelque chose se passait. Ma chaussette, une seule, était humide, pas trempée. Pas assez mouillée pour justifier de l'enlever. Juste humide. Il clapotait légèrement à chaque pas. La musique provenant d'en haut n'était même pas de la musique. C'était le thème d'écran de chargement d'un jeu mobile. Il se répétait toutes les 17 secondes. Des gouttes tombaient du plafond. Toutes les quelques minutes, une goutte tombait juste derrière moi, m'éclaboussant d'une substance chaude qui sentait étrangement le citron. Une rangée de distributeurs automatiques m'attirait avec leur lumière clignotante. Je m'approchai, vérifiai ma poche et trouvai un dollar froissé. J'essayai de l'insérer, mais le distributeur le recracha. Je l'ai lissé. Nouveau refus. Je l'ai retourné. Refus. J'ai essayé 6 fois de plus. Finalement, la fente a avalé le billet et a recraché un coupon pour une bouffée gratuite que vous n'aimerez pas. Il y avait des chaises, des dizaines, toutes en plastique, et toutes d'une forme étrangement incorrecte. Quelle que soit la façon dont je m'asseyais, une partie de ma colonne vertébrale se rebellait ouvertement. Au loin, un téléphone sonnait. Il n'arrêtait pas. Personne ne répondait. Un homme passait devant moi en marmonnant « mot de passe » et en essayant de se souvenir de son propre nom. J'ai essayé de rire. Le résultat ressemblait à un râle. J'ai réalisé que j'avais les lèvres sèches. Je me suis penché pour les lécher et elles se sont craquelées. Cela a duré des heures, des jours, des années. Je ne saurais le dire. Le temps se comportait bizarrement là-bas. Et le pire dans tout ça, rien ne s'aggravait. Pas de rebondissement dramatique, pas d'araignée géante enflammée qui défonçait le mur. Juste la même chose, encore et encore, jusqu'à ce que cela efface quelque chose en moi. Je me suis surpris à supplier qu'on me transperce, juste avec quelque chose de gros, quelque chose de pointu.
n'importe quoi qui ne ressemble pas à une mort par 1000 coupures de papier et au sifflement agaçant d'une machine à yaourt glacé. Puis, juste au moment où j'envisageais de lécher le sol par pure rébellion, une trappe s'est à nouveau ouverte sous mes pieds et je suis tombé. J'atterris au pied d'Odegaard. Il buvait son café dans une tasse sur laquelle étaient inscrits les larmes des défunts récents. « Alors, qu'est-ce que je t'avais dit ?» dit-il. Je le regardais. Ma chaussette est encore humide. Parfait, ça veut dire que ça marche. Il me tendit la main. Je ne l'ai pas prise. Il a haussé les épaules. Comme tu veux. Bon, mon petit. Prochaine étape, mon endroit préféré. Un endroit que nous appelons la file d'attente. Il m'a fait un clin d'œil. J'espère que tu aimes attendre. Au début, cela semblait supportable. Juste une file d'attente. J'ai déjà fait pire, bon sang. Le Black Friday, les soldes d'électronique, le camion de merchandising de Kanye West en 2017. Merde, une fois, j'ai fait la queue pendant 2 heures pour me faire refuser l'entrée d'une boîte de nuit qui, j'en suis presque sûr, n'était qu'une arrière-cour avec des enceintes. Donc oui, je sais ce que c'est que de faire la queue. Mais là, ce n'était pas une file d'attente, c'était une condamnation. Il n'y avait aucun mouvement, aucune annonce, aucun signe de progrès. Tout le monde autour de moi regardait devant soi, sans parler, sans cligner des yeux. L'homme derrière moi murmurait de temps en temps des excuses à quelqu'un qui n'était pas là. La femme devant moi pleurait doucement, tenant dans ses mains un ticket sur lequel était écrit « En cours de traitement, l'infini ». Il n'y avait pas de numéro sur le distributeur de tickets devant moi, seulement un écran qui clignotait de temps en temps avec le mot « bientôt ». Après ce qui m'a semblé être des heures ou des jours, quelqu'un a enfin bougé. Il a fait un pas, un seul pas. Ce petit pas, comme un murmure parmi les morts, s'est propagé à tour de rôle. Tous les autres l'ont suivi avec une synchronisation effrayante, comme si le simple fait de marcher était devenu sacré. J'ai moi aussi fait un pas en avant, mes chaussures émettant le même bruit écœurant qu'auparavant. La chaussette humide était toujours là. Parfait. Puis l'attente a repris. J'ai essayé de parler. L'homme à côté de moi secoua la tête. Avant que je n'ai pu dire quoi que ce soit, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, dévoilant une rangée de dents cassées, et il murmura sans un son « Non ». À ma gauche, il y avait une fenêtre. Je me suis dit que je pourrais peut-être voir pourquoi nous faisions la queue. Mais même en me penchant au plus près, la vue ne changeait pas. Elle montrait un hall d'entrée vide, propre, serein, inoccupé. Le numéro sur le mur derrière le comptoir indiquait 1. Une fois j'ai crié, personne n'a même réagi. Finalement, j'ai abandonné toute tentative de comprendre le système. La seule façon de supporter cela était de s'y intégrer. J'ai appris à dormir les yeux ouverts. Je comptais les poils sur mes bras. Je me mordais la langue juste pour ressentir quelque chose. Et quand mes genoux étaient bandés fatigués, le sol s'assouplissait juste assez pour me donner un peu de répit, mais jamais assez pour que je puisse m'asseoir. J'ai commencé à imaginer les raisons pour lesquelles nous étions là. La rédemption, le traitement. Peut-être une expérience psychologique menée par une version satanique du Massachusetts Institute of Technology, ou peut-être que c'était tout. Peut-être que c'était tout ce que j'avais. Pas de flamme, pas de monstre. Juste faire la queue et avoir le sentiment tenace que j'avais un jour ri de quelqu'un qui vivait la même chose et l'avait traité de reine du drame. Quand le sol s'est enfin effondré sous mes pieds, je n'ai pas été surpris. J'ai ressenti du soulagement. Cette fois, j'ai atterri dans un fauteuil, un vrai, moelleux, rembourré, en simili-cuir comme ceux que l'on trouve dans les salles d'attente, conçus pour vous faire oublier que vous attendez. En face de moi, Gart était assis, buvant à petites gorgées d'un thermos sur lequel était inscrit « L'espoir, c'est pour les faibles ». Il leva les yeux lorsque je me frottais les miens
et essayait de me rappeler comment respirer comme un être humain. « Allons, allons », dit-il en souriant comme l'animateur d'un jeu télévisé dont un participant venait de recevoir une décharge électrique. « Tu as survécu à la file d'attente. Je dois avouer que je suis impressionné. Certains n'en ressortent jamais. D'autres s'effondrent, tout simplement. » Je le fixais, abasourdi. « Combien de temps suis-je resté là-bas » Il haussa les épaules. « C'est subjectif, entre 2 semaines et 2 mandats présidentiels. Mais ne t'inquiète pas, ton esprit comblera les lacunes avec un vague sentiment d'échec et une douleur dans le bas du dos. C'est là toute la magie de la file d'attente. Pas de cicatrice, juste une profonde boiterie spirituelle. » J'ai essayé de dire quelque chose, je n'ai pas pu. Puis j'ai simplement ri. Un rire silencieux, amer et brisé. Garth s'est levé, a épousseté sa veste et a indiqué un autre couloir. « Bon champion, il est temps de passer à quelque chose de plus animé. Nous avons traversé une douleur légère. Nous avons traversé un épuisement psychologique. Et si nous titilions vraiment tes nerfs, hein? Le prochain arrêt est l'un de mes préférés, la salle de chat en groupe. » Il se pencha vers moi et murmura, comme un bonimenteur de carnaval, vendant de la viande avariée, « J'espère que tu aimes qu'on t'interrompe. » La pièce elle-même était une sorte de salon impossible, à mi-chemin entre une salle commune de dortoir, une start-up de marketing numérique et un bar karaoké infernal. Il y avait des canapés partout, tous trop proches les uns des autres, et chaque surface disponible était occupée par un écran. Certains étaient liés de vieux téléviseurs à tubes cathodiques, scintillant de parasites provenant de cassettes vidéo. D'autres étaient zoomés des écrans plasma, sur lesquels défilait sans fin une succession de chats, chacun bougeant trop vite. Je me suis assis dans un pouf qui a étrangement gémi sous mon poids, non pas comme un vieux fauteuil, mais comme une personne réelle, soupirant de dégoût. Et en quelques secondes, la première salve a commencé. Une multitude de notifications illumina l'air comme des coups d'eau de feu. Des pings de toutes parts, suivis d'un essaim de voix qui se superposaient, criant mon nom, le déformant, me marquant, ajoutant des hashtags et réagissant avec des emojis qui ne devraient même pas exister. Keith. Lol. C'est qui? Qui a invité Keith? Il me doit encore $40. Vous vous souvenez quand il a pleuré en regardant le journal d'une mémoire? Lol. Quelle mauviette. Keith, retourne dans le sous-sol de ta mère. Pourquoi écrit-il comme ça? On peut voter pour le virer? Chaque message que j'essayais d'envoyer, chaque mot que je pensais dire, était intercepté par la salle. J'ouvrais la bouche pour parler et ma voix était immédiatement projetée, déformée et reproduite avec un accent étranger, comme un mauvais duo sur TikTok. J'ai essayé de m'excuser. Ils ont crié plus fort. J'ai essayé de plaisanter. Ils m'ont dit que c'était insultant. J'ai essayé de me taire. Le bot a commencé à répondre à ma place. Puis, les écrans ont commencé à reproduire d'anciennes conversations, mes anciennes conversations. Des messages Facebook que j'avais oubliés depuis longtemps, des SMS envoyés sous l'emprise de l'alcool, chaque « d'accord » passif-agressif, chaque fois que j'envoyais « lol », mais que je mourais à l'intérieur. Chaque fois que je lisais un message et que je ne répondais pas. Ils étaient tous là, et ils étaient tous furieux. Un écran géant est descendu du plafond. Il diffusait en boucle l'enregistrement de moi, en train de taper « Je suis déjà en route », toujours allongé dans mon lit, sans pantalon. En dessous, un bandeau défilant disait « Keith Snyder, menteur compulsif, interlocuteur sans humour, amateur de messages, tu ne dors pas ?» Des gens que je n'avais pas vus depuis l'école apparaissaient sur les murs, me taguant dans d'anciennes discussions auxquelles je ne me souvenais pas avoir participé. Mon cousin Dan n'arrêtait pas de me demander pourquoi je m'étais désabonné de lui. Un ancien ami m'a envoyé une carte électronique, une fichue carte électronique.
Elle chantait. Faux. Je criais. Personne ne m'écoutait. Je chuchotais. Tout le monde m'entendait. Je me bouchais les oreilles. Le son pénétrait quand même. Mon téléphone est apparu dans ma main sans que je le demande. L'écran s'est déverrouillé tout seul. Le chat était ouvert. La bulle de saisie de texte clignotait. Je ne tapais pas, mais quelque chose tapait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps fonctionnait différemment, bien sûr. De manière plus élastique, comme un mauvais forfait téléphonique. Les minutes s'étiraient, les heures s'écoulaient. J'ai commencé à entendre mes propres pensées sous forme de hashtags. J'ai commencé à réagir à mes émotions avec des gifs. Quand la porte s'est ouverte sous mes pieds, je n'ai même pas sursauté. Je suis tombé. Cette fois, j'ai atterri face contre terre sur la table de Garth. Il taillait un crayon avec quelque chose qui ressemblait à un burin humain et fredonnait sous son souffle. « Ah, le voilà. Comment ça s'est passé? Tu t'es fait de nouveaux amis? Tu as ravivé de vieilles blessures? On t'a traité de crétin? » Je me suis détaché de la table et je l'ai regardé. Cette pièce est une arme de confusion. Bien sûr, la plupart des enfers sont désormais numériques. Nous n'utilisons presque plus de fourches dans cette partie. On oblige simplement les gens à revivre chacune de leurs fautes de frappe pendant que quelqu'un leur crie dans les oreilles que leur opinion est nulle. Il poussa une thermos sur la table. Il y avait écrit dessus « L'arme de Kit, biologique. Bois. La déshydratation, c'est l'enfer, mais il faut maintenir le flux de souffrance. » Je l'ai repoussé. Ma gorge était comme si elle s'était desséchée au cours des 10 dernières années. Garth s'est levé, a ajusté sa cravate de travers et a pointé du doigt un autre couloir. Celui-ci vibrait d'une énergie humide et rythmée, basse, tonitruante, comme un beat de club fait de rêves brisés. Tu as traversé une douleur superficielle. Tu as traversé une stagnation bureaucratique. Tu as même traversé une humiliation publique exemplaire. Il était maintenant temps de passer à quelque chose de plus personnel. Il sourit largement, ses dents brillant dans la lumière vacillante. Prochain arrêt, le snack bar des regrets. Et, mon pote, j'espère que tu as apporté ton appétit. Le couloir menant à la prochaine étape était déjà plus calme, mais ce n'était pas un silence apaisant. Il était tendu. Comme la pause avant une bagarre ou la seconde qui suit quand quelqu'un dit « il faut qu'on parle ». Les murs étaient vadés recouverts de carreaux tachés, qui brillaient d'une lumière verdâtre malsaine qui donnait à tout un aspect inachevé. L'air sentait l'huile de friture rance, le vinyle fondu et, d'une manière ou d'une autre, le café bon marché qui avait été brûlé, réchauffé, puis brûlé à nouveau. Je connaissais cette odeur. Nous connaissions tous cette odeur. Garth était inhabituellement silencieux lorsque nous nous sommes approchés de la porte. Pas de commentaires sarcastiques, pas de gestes théâtraux. Il a simplement grogné et pointé son pouce vers la poignée rouillée de la porte d'entrée. L'enseigne au-dessus de la porte disait « Snack bar des regrets, ouvert 24 heures sur 24. Aucun échange ni remboursement. » Cette fois, il ne m'a même pas regardé. Il a simplement dit « Tu ne vas pas aimer ça, c'est justement le but. » Puis il a poussé la porte et est parti. La clochette au-dessus de la porte tinta, mais pas agréablement. Le son était déformé, craquelé, comme si quelqu'un avait frappé sur un diapason en os. À l'intérieur se trouvait un snack bar, comme sorti d'un rêve ou d'un souvenir que l'on aimerait oublier. Le long des murs se trouvaient des cabines dont les sièges en plastique étaient fissurés et affaissés. Les tables étaient recouvertes d'une couche collante qui scintillait légèrement, comme du sirop mélangé à du chagrin. L'éclairage était fluorescent et impitoyable. Chaque son résonnait un peu plus fort que nécessaire. Et derrière le comptoir, vêtu d'un tablier taché portant l'inscription « Comment puis-je aggraver la situation ?» se tenait mon ex-petite amie du lycée, Becky.
Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle avait l'air fatiguée. « Une table pour une personne ?» dit-elle d'une voix calme, en attrapant déjà le menu. Comme d'habitude. Je la suivis jusqu'à une table, au fond de la salle. De là, on voyait une fenêtre qui ne donnait sur rien. Juste un épais mur de brouillard gris qui tourbillonnait derrière la vitre, dans lequel apparaissait de temps en temps quelque chose que je ne voulais vraiment pas reconnaître. Elle posa le menu devant moi et partit sans un mot. Le menu était écrit au marqueur. Les options ne concernaient pas la nourriture. Option 1, la fois où tu as menti, même si cela n'avait aucune importance, mais tu l'as fait quand même. Option 2, ce que tu aurais dû dire quand elle pleurait. Option 3, les pensées à 3 heures du matin que tu fais semblant de ne pas avoir. Option 4, les appels manqués de personnes à qui tu avais juré de toujours répondre. Pas de prix, pas d'offre spéciale. J'ai regardé autour de moi. Les autres clients ne mangeaient pas. Certains regardaient simplement leur tasse de vide. D'autres pleuraient dans leur milkshake, qui se remplissait à nouveau à chaque sanglot. Un type mâchait lentement et délibérément une serviette, comme si je lui devais de l'argent. Une serveuse s'est approchée. Elle m'a semblé familière. C'était mon ancienne patronne, Danielle, du café où j'avais été licencié pour sarcasme excessif et manque d'esprit d'équipe. Elle avait toujours le même air déçu. « Bon », dit-elle en mâchant son chewing-gum comme s'il s'agissait d'une menace. « Qu'est-ce que tu prends ?» J'ouvris la bouche, la refermai et finis par marmonner « Je ne sais pas ». Elle griffonna quelque chose dans son carnet. Comme d'habitude, alors le plat du jour. La plupart d'entre vous finissent par le commander. Elle s'éloigna. Quelques minutes plus tard, elle revint et posa devant moi une assiette fumante. C'était une montagne de souvenirs, pas métaphoriques, mais réels. Ils scintillaient dans l'assiette comme des ondes de chaleur, de petites scènes qui se rejouaient dans des détails répétitifs. Moi, ignorant les gens qui ne le méritaient pas, moi, disant quelque chose d'intelligent au lieu de quelque chose de gentil. Moi, choisissant le silence alors que quelqu'un avait besoin de mes paroles. Et moi, plaisantant sur ce qui avait causé une douleur trop forte à quelqu'un. Chaque bouchée avait le goût d'un vin aux nuances différentes. Certaines étaient vives et instantanées, comme une mauvaise nouvelle au moment le plus inopportun. D'autres brûtaient une brûlure lente, des choses dont je ne soupçonnais même pas qu'elles avaient blessé quelqu'un. Mais elles avaient là se blesser. Je mâchais et je me souvenais. Je mâchais et je me recroquevillais. Je mâchais et je me détestais encore un peu plus. À mi-chemin, j'ai commencé à pleurer. Je ne voulais pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mais la nourriture m'y a forcé. Il ne s'agissait pas de se souvenir. Il s'agissait de ressentir à nouveau ce que l'autre personne avait ressenti. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Leur confusion, leur douleur, leur déception. C'était douloureux. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de manger. C'était la règle. On ne part pas tant que l'assiette n'est pas vide. Quand j'ai enfin terminé, Daniel s'est revenu, a pris l'assiette et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu dis toujours que tu es drôle, mais aucun de ces souvenirs n'a fait rire personne. » Elle les parties, sans attendre le pourboire. Garth est réapparu sans cérémonie, comme un magicien sortant d'un nuage de fumée de cigarette. Il s'est assis en face de moi et a poussé la tasse de café vers moi. Elle était déjà à moitié vide et, d'une manière ou d'une autre, encore chaude. Personne n'aime ce snack bar, mais il est efficace. Il pénètre sous l'armure. Tu ne croirais pas combien de types cool craquent pour un petit regret à la mode. Je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas parler. J'avais encore dans la bouche le goût du moment où j'avais dit à mon ami que j'étais trop occupé pour parler, sachant très bien que ce n'était pas vrai. Il pleurait, j'ai plaisanté, et je ne lui ai même pas demandé pourquoi. Garth but une gorgée de café et inclina la tête.
Tu penses que les tortures extrêmes brisent les gens. L'écorchement, les fosses, le feu et le soufre? Non, tout ça, c'est dramatique. Bien sûr, ça fait un sacré bordel. Mais ça, les cabines silencieuses et les souvenirs qui te répondent, c'est là que le vrai mal est de fait. Il s'est levé, a lissé sa veste et a jeté une poignée de pièces sur la table. Elles ont tinté avec un écho sourd. L'une d'elles avait mon visage et je n'ai pas demandé pourquoi. « Allons-y », dit-il en se dirigeant déjà vers la porte suivante. « Nous avons encore quelques arrêts à faire. » Il commence à craquer de toutes parts. Et c'est exactement ce qui plaît à la direction. Je me levai, les jambes tremblantes. « Bon, c'est l'heure de ton dernier arrêt. » Je le regardais. « Le dernier ?» Il a souri largement. « Oh oui, tu as vu le futile, tu as vu l'intime. Il était maintenant temps de voir le permanent. Allons-y, Kit, tu mérites la suite. » Je ne l'ai pas suivi, j'ai simplement marché. Parce qu'à ce moment-là, je savais que je n'avais pas le choix. La salle dans laquelle nous sommes entrés était plus froide, non pas en termes de température, mais en termes de sensation. L'air n'était pas oppressant ici. Il ne bourdonnait pas, ne murmurait pas et ne vrombissait pas. Il restait simplement suspendu, immobile et lourd, comme s'il attendait. Devant nous se dressait une porte en fer, noircie par le temps et la suie, ornée de visages sculptés hurlants, dont les bouches ne bougeaient jamais. Pas d'enseigne, pas de blague, pas de marque. La lumière y était tamisée, rougeâtre, mais pas théâtrale. Ce n'était pas l'esthétique d'un film d'horreur, c'était la lueur d'un feu lent et profond, ancien, impatient. Je ralentis, hésitant. Pagart, il s'approcha de la porte, fouilla dans sa veste et en sortit quelque chose qui ressemblait à un jeton de métro à moitié fondu. Il le lança en l'air et la porte s'ouvrit en grinçant. Pas de fanfare, juste du métal rouillé gémissant sur ses gonds, comme s'il se réveillait d'un long et mauvais sommeil. « Allez, viens, allons faire un tour en enfer. » Nous avons franchi le seuil. La première chose qui nous a frappés, c'était l'odeur. Une odeur différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas simplement la pourriture, ni le feu, ni le sang, ou le soufre. C'était l'odeur de la douleur. Pas une douleur métaphorique, mais une douleur réelle, suintant des murs comme de la vapeur s'échappant d'une soupape de pression. Elle s'accrochait à l'air, collante et huileuse, glissant dans la gorge quand on respirait. Mon estomac se noua. Mes yeux se remplirent instantanément de larmes. Le sol était en pierre, rugueux, creusé et strié de bandes noires. Pas brûlé, mais taché. Chaque marque était une histoire d'agonie, écrite avec quelque chose de plus durable que le sang. Et puis les sons sont apparus. Des cris. Pas convulsifs, pas dramatiques. C'étaient des cris graves, longs, désespérés, de personnes de qui n'avaient il plus aucune option depuis des siècles. Sans rythme, sans structure, juste de la souffrance, résonnant en écho qui faisait vibrer mes os. Nous avons traversé la première chambre, une rangée de corps suspendus la tête en bas. Leur peau se détachait en spirale parfaite, se régénérant juste assez vite pour pouvoir être à nouveau arrachés. Leur bouche était cousue, mais leurs yeux imploraient sans cesse. C'était une trafiquante d'êtres humains, Rena, un réseau de vente d'enfants pour les clics à la surface, dit Gart en faisant un signe de la main à l'un d'eux alors que nous passions devant. Son âme est dans le cycle. Chaque fois qu'elle pense que tout est fini, les coutures se relâchent juste assez pour qu'elle puisse crier. Non pas que quelqu'un l'entende, à part elle. À notre gauche, une autre chambre s'ouvrait. Celle-ci était remplie de cages, des centaines, chacune de la taille d'un petit cercueil. À l'intérieur, les gens étaient repliés sur eux-mêmes. Leurs os craquaient et se pliaient comme des poupées de papier. Leurs yeux ne se fermaient jamais. Du gaz s'infiltrait par le haut,
allumant un feu invisible sous leur peau. Ils brûlaient, mais rien ne carbonisait, seulement des terminaisons nerveuses infinies dansant au bord de l'embrasement. Des banquiers, mais pas ceux auxquels tu penses. Ceux-là s'enrichissaient sur le dos des mourants. Hypothèques inversées, crédits médicaux, stratagèmes prédateurs. Nous avons une aile entière réservée aux sadiques de financiers. Je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas parler. La douleur était palpable dans l'air. Elle vibrait, pénétrait sous la peau, comme un vin que l'on pouvait porter. Le couloir serpentait, s'élargissait, puis s'interrompait vers le bas. Nous descendions un escalier en pierre inégale, l'écho de nos pas résonnant sous nos pieds. Plus nous descendions, plus les souffrances s'atténuaient, non pas parce qu'elles cessaient, mais parce qu'elles devenaient intérieures. Nous sommes passés devant une cellule tapissée de cylindres transparents. Dans chacun d'eux, recroquevillé en position fétale, se trouvait un homme, le visage déformé par l'horreur. Ils étaient déconnectés à quelque chose de métallique, des fils, des tubes, des neuropores. Et à l'intérieur de chaque réservoir de verre, une projection était diffusée, personnelle, silencieuse, en boucle. En boucle, c'est un modèle d'efficacité de l'enfer. Nous vous connectons au pire moment de votre vie et nous l'amplifions jusqu'à ce qu'il vous consume. Celui-là, c'est Ted. Il conduisait en état d'ivresse. Il a tué une famille de 4 personnes. Chaque fois qu'il essaie de détourner le regard, nous augmentons la netteté. J'avançais simplement pour bouger. D'autres pièces, un gouffre rempli de silhouettes qui se noyaient, juste sous la surface, cherchant désespérément à respirer, mais sans jamais y parvenir. L'eau était transparente, à l'exception de quelques éclaboussures rouges, occasionnelles, lorsque quelqu'un essayait de remonter à la surface. Des criminels de guerre, pas des généraux, des soldats qui prenaient en plaisir à cela. C'est subtil, mais on peut le remarquer. L'enfer le sait. Puis il m'a regardé, pour la première fois depuis longtemps. Tu as remarqué quelque chose. J'ai regardé autour de moi. Pas de blague, pas de jeu. Il a hoché la tête. C'est vrai, c'est réel. Pas de tourments personnels, pas de snacks intelligents, pas de punitions ironiques. C'est l'essence même. C'est ce qui arrive quand on franchit une ligne qu'on ne peut plus retraverser. Nous nous sommes arrêtés devant une pièce qui palpitait de chaleur. Pas de feu, mais de haine. Elle était dense, palpable. À l'intérieur, dans l'air, flottait une silhouette, chaque centimètre de sa peau marqué de symboles qui brillaient d'une lumière blanche et brûlante, lui infligeant une nouvelle agonie à chaque respiration. Ils étaient d'autres seuls, absolument, cosmiquement seuls. Cette fois, Garth ne parla pas. Il se contenta de regarder à l'intérieur, et moi aussi. C'était la pire chose que j'avais jamais vue. Non pas parce que l'homme ne bougeait pas, non pas parce qu'il était paralysé, mais parce qu'il l'avait accepté. Puis Garth se tourna vers moi. « Tu ne resteras pas ici, » dit-il simplement. Je clignai des yeux, désorienté. « Quoi ?» Il a soupiré et s'est adossé à l'embrasure de pierre. L'enfer s'adapte, chacun reçoit ce qu'il mérite. Certains reçoivent pour les flammes, d'autres les miroirs. Certains reçoivent les files d'attente, certains se perdent. Toi, tu as vécu comme un gars qui savait ce qui était de mieux, mais qui n'agissait pas toujours en conséquence. Tu n'étais pas méchant, tu n'étais pas gentil, tu étais insouciant, irréfléchi, un type avec un rire en fond sonore pour étouffer tout ce qui était plus profond. J'ai dégluti, ma gorge me brûlait. Alors pourquoi tout ce cirque avec le parc à thème? C'était ton enfer, la mort par 1000 petites blessures, de petits regrets, des cringes, des occasions manquées. C'est là-dedans que tu as mariné, dans les chambres, les files d'attente, les chats, dans cette cafétéria. Ce n'est pas un hasard, c'est ta malédiction. Et ça, demandai-je en montrant l'horreur brûlante, se tordant et hurlant tout autour de nous. Pourquoi me montrer ça si je ne reste pas ici? Garth s'approcha. Parce que tu vas travailler ici. Je me figeai.
Quoi? Tu es embauché, Kit. Tu as traversé tout ça. Tu as tout ressenti. Tu es débrisé, juste ce qu'il faut. C'est ainsi que nous sélectionnons notre nouveau personnel. La seule façon d'aider les autres à traverser leurs souffrances est de se souvenir des siennes. Nous ne sommes pas sadiques pour le plaisir. Nous sommes sadiques dans un but précis. Il posa sa main sur mon épaule, la chaleur de sa peau était étrangement réconfortante. Tu ne souffriras plus autant, mais tu verras tout cela. Tu guideras les autres à travers cela, et tu le feras avec ce même sourire narquois, cette même voix sarcastique et exactement la dose de venin nécessaire. J'ouvris la bouche, mais je n'avais rien à dire, car je savais qu'il avait raison. J'avais ressenti chaque centimètre de ma condamnation, et j'étais maintenant prêt à la transmettre. Et bien sûr, travailler pour l'enfer est bien mieux que d'y souffrir. Nous sommes sortis des profondeurs de l'enfer comme on sort des décombres d'un bâtiment effondré, à moitié aveugle, couvert de poussière et convaincu que le poids n'avait pas encore fini de tomber. Cette fois, Garth est resté silencieux. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui régnait entre nous était mérité. Nous venions de traverser un endroit où les cris survivent à leur propriétaire et où la douleur devient architecture. Je ne sais pas de quoi j'avais l'air. Je ne voulais pas regarder. Mais les jambes étaient données comme creusées et remplies de quelque chose de plus lourd que des os. Mes yeux me faisaient mal de l'intérieur. Ma bouche était sèche, non pas à cause de la soif, mais parce que j'essayais de retenir tout ce que je voulais crier, là-bas, en bas. La cafétéria m'avait brisé, mais le noyau m'avait vidé. Et Garth, il avait l'air comme si rien de ce qui se passait là-bas, en bas, ne le concernait, comme si cet endroit ne savait plus comment l'atteindre. Nous nous sommes arrêtés devant une petite porte, simple, en bois, complètement déplacée, comme si elle appartenait à un vieil immeuble de bureau condamné et oublié. Une petite plaque en laiton indiquait « Service des ressources humaines, réaffectation et réorientation du personnel ». Il a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. À l'intérieur, la pièce était vide, pas vide de façon minimaliste. Je ne voyais ni mur ni sol, même si je me tenais debout. Juste un vide, blanc, s'étendant dans toutes les directions, comme un écran de chargement pour un dieu oublié. Morte, silencieuse, mais avec ce silence tendu, attentif, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Une chaise apparut devant moi, en bois, simple, stable. À côté d'elle, flottant à environ 2 pieds d'angle du sol, se trouvait une tablette avec une pince. Un stylo noir était parfaitement posé dessus, sans son capuchon. Garth entra derrière moi, les mains jointes, comme un professeur essayant de ne pas rire de la crise de panique d'un élève pendant les examens finaux. « Assieds donc toi, Kit. » Je m'assis, parce que bien sûr, je m'assis. Il fit le tour de moi une fois, puis s'adossa au vide et croisa les bras sur sa poitrine. « Alors, tu as réussi. » Ma gorge fonctionna. « De justesse, ça suffit. C'est justement ça, le truc. Nous ne recherchons pas des saints. Nous recherchons des survivants. Des gens qui ont ressenti cela, qui l'ont vraiment laissé entrer en eux. Tu n'as pas fui, tu n'as pas menti. Et surtout, tu n'as pas gardé le silence. Tu t'es effondré, oui, mais tu es de rester dans le moment présent. » Il a pointé du doigt la tablette. « C'est ta prochaine étape. » Je l'ai pris. Le formulaire était d'une simplicité trompeuse. Une seule page, des questions courtes. Nom de l'âme, Kit Snyder. Fonction, agent de terrain, département de l'instruction. En dessous, il y avait une seule case à cocher, à côté de la phrase. J'accepte les conditions de mon rôle et la responsabilité d'accompagner les âmes qui arrivent tout au long de leur initiation. Pas de petits caractères. Pas d'âmes hurlantes dans les marges, juste une case à cocher. Je n'ai pas tendu la main vers le stylo. Pas encore. C'est tout? Pas de cérémonie? Pas de fourche et de musique dramatique? Garth a souri,
doucement et sincèrement. « Tu veux une fanfare? Ce n'est pas une remise de diplôme, c'est un poste vacant. Tu n'es plus le héros de ta propre histoire, Kit. Tu fais partie de celle d'un autre. » J'ai fixé la case. Je pensais que c'était un lieu de punition. C'est vrai, mais c'est aussi une question de succession. L'enfer ne fonctionne pas avec le feu. Il fonctionne avec l'expérience. Tu penses que les démons naissent? Non. On nous crée, on nous élève. Chacun d'entre nous a commencé comme toi, en criant, en rongeant et en se cassant. Et si je dis non? Il sourit doucement, d'un sourire fatigué, qui disait qu'il avait déjà vu toutes les réponses possibles. Alors tu retourneras en haut, dans la salle des chaussettes humides, dans la cafétéria et tout le reste. Et à chaque fois, tu le ressentiras un peu plus fort. Tu te briseras un peu plus. À la fin, il ne restera plus rien à améliorer, juste des résidus. La tablette dans ma main me semblait plus lourde, non seulement le poids du travail, mais aussi le poids de l'inévitabilité. J'ai pris le stylo et j'ai coché la case. L'encre a scintillé en séchant, rouge et noir comme du vieux sang au clair de lune. Le papier se dissolut dans ma main, brûlant silencieusement en fumée qui s'enroula et disparut sans laisser de traces. Et c'était aussi simple que cela. Je sentis que quelque chose avait bougé. Pas une secousse, pas une transformation, juste un alignement, comme si j'avais mis le pied sur le bon rail et que les rails avaient cliqueté sous mes pieds. La pièce vide a disparu sans fanfare. En un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un couloir que je n'avais pas vu auparavant. Des sols noirs et lisses, des murs irisés comme du pétrole, se courbant vers l'intérieur, comme si nous étions à l'intérieur d'un être vivant. Pas de torche, pas de flamme, juste une lueur pulsante provenant des joints des murs, comme si le design intérieur de l'enfer avait été conçu pour créer un salon élitiste indéfiniment sinistre. Garth se tenait maintenant à côté de moi, vêtu d'une veste plus élégante, sans badge, sans brûlure, visible, juste une autorité tranquille. Il avait l'air différent, plus grand peut-être, plus imposant. Ou peut-être que je commençais simplement à le voir tel qu'il était vraiment. Bon, la traduction est terminée, le contrat est signé. Bienvenue dans la direction. Même sérieusement, pas de cérémonie d'initiation, pas de marquage, pas de chant en langues anciennes au son des bongos? Il sourit. Oh, je vous en prie, c'est pour les fanatiques. Dans le département de formation, nous travaillons sans fioriture. Un miroir sortit du mur, à côté de moi, dans un léger sifflement. Pendant un instant, je ne voulais pas regarder, mais la curiosité a toujours été plus forte que l'instinct de conservation. Alors j'ai regardé. Je ressemblais toujours à moi-même, dans l'ensemble, mais il y avait des changements. Ma peau avait pris une teinte subtile et artificielle, pas rouge ou brûlée, juste anormale, comme la couleur que l'on voit sur les interférences télévisées lorsque le signal s'affaiblit. Mes yeux reflétaient la lumière d'une manière étrange. Ils ne brillaient pas, ils n'étaient pas méchants. Ils étaient venus juste anormaux. « Donne-lui du temps, » dit Garth en m'observant. « Ton visage rattrapera le reste. La plupart des changements sont internes de toute façon. Tu penseras plus vite, tu entendras les choses avant qu'elles ne soient là dites. Tu liras les âmes comme on lit un menu. » J'ai touché ma poitrine. Mon cœur battait toujours, mais plus lentement, et il semblait ne plus battre tout à fait pour moi. Il m'a conduit dans une pièce attenante. Elle ressemblait à l'ancienne salle de repos d'une start-up technologique en faillite. Une machine à café cassée, des chaises aux pieds, manquants. Un distributeur automatique rempli de snacks aux noms évocateurs tels que chewing gums, vin, chips honte, et les flocons d'avoine sans espoir. Sur le mur du fond, des notes jaunies étaient accrochées à un tableau en liège. Ne laissez pas les âmes errer dans la salle avec la bouche sans surveillance. Arrête de laisser les corps
Au bureau des objets trouvés, Kit. Si tu lis ceci, félicitations. Tu es désormais l'un des nôtres. Sur un cintre dans le coin était suspendue une tenue cousue, spécialement pour moi. Elle ressemblait beaucoup à celle de Garth. Une veste en drap gris foncé, délavée, un peu trop longue, avec une broche en forme de spirale sur le revers qui semblait bouger quand je ne la regardais pas. Une note était accrochée directement au cintre. « Souris, tu es la première personne qu'ils verront. » Je l'ai enfilée. Elle m'allait parfaitement, car c'était bien sûr le but recherché. Pendant que j'ajustais les poignets, Garth m'a tendu un mince dossier noir. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul profil, donné au masqué. Nouvelle arrivée. Cause du décès. Complications liées à l'orgueil et à l'envie. Déni chronique. Caractère. Sarcastique. Rebelle. Pas sans potentiel. Je fronçai les sourcils. Sans nom. Il sourit. Tu le sauras bientôt. Crois-moi, tu vas adorer. Il regarda sa montre usée qui semblait avoir été fabriquée à partir de dents. Bon, j'y vais. J'ai une équipe de démembrement au 6e cercle. Beaucoup de cris, peu de surveillance. L'étage est à toi, Kit. Je clignais des yeux. Attends, je suis seul? Ouais. Garth désigna un couloir que je n'avais pas remarqué auparavant. Arqué, scintillant sur les bords, avec une lueur rouge, à peine perceptible derrière lui. Tu sauras quoi dire, tu as déjà vécu ça. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta et se retourna par-dessus son épaule. Oh, et Kit? Oui? Il m'a fait un large sourire, fier et carnassier. Mettez-leur le feu. Et il est parti, tout simplement. Je me tenais là, seul, avec mon dossier à la main, dans mon nouveau costume ajusté aux épaules, avec le bourdonnement de l'enfer dans les oreilles, comme une musique de fonte à laquelle je m'étais habitué, sans m'en rendre compte, et j'entendis des pas approcher dans le couloir. Quelqu'un de nouveau venait d'arriver, et j'étais la première personne qu'il allait de rencontrer. En gros, voilà toute l'histoire, du début à la fin, à quelques détours criants et une assiette de traumatisme modéré près. J'étais Kit Snyder, j'avais la trentaine, j'étais sûr de moi, chroniquement sarcastique. Le genre de gars qui pouvait gâcher un toast de mariage et être quand même invité à l'after. Je riais tout le temps, même quand je n'aurais pas dû, surtout quand je n'aurais pas dû. C'est ce qui m'a amené ici. Mais maintenant je travaille ici. Je porte une veste, je reçois des dossiers, je fais des visites guidées. Il s'avère que c'est comme ça que ça marche. L'enfer ne se contente pas de te brûler, il t'utilise, il te refond et te transforme en quelque chose d'utile, de durable, spécialement conçu pour mener le prochain malheureux dans la même spirale. Et toi, mon ami, tu es le prochain. Ne te retourne pas. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a que toi et moi. Tu as déjà franchi la porte. Tu ne t'en rendais pas compte jusqu'à présent. Tu vois, tout ce que je t'ai dit, ce n'était pas une confession. Ce n'était pas une thérapie. C'était une introduction. C'était, mon ami, ton kit de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Un échauffement pour briser la glace. Et maintenant que tu l'as entendu, nous pouvons commencer. Le sol sous tes pieds, cette petite tache chaude qui semble palpiter, ce ne sont pas tes nerfs, c'est le système qui te reconnaît, t'enregistre, prépare ton itinéraire personnalisé. Garth avait raison, à chacun son enfer. Le tien, eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Mais commençons par le commencement. Allons faire un tour. Il y a un couloir là-bas. Des murs noirs, des lumières clignotantes. En grosses lettres amicales, il est écrit « Pas le meilleur endroit ». Je sais. Charmant, n'est-ce pas? Tu vas adorer la première étape. Il y a des chaussettes mouillées, des distributeurs automatiques de cassés et un signal Bluetooth qui disparaît juste avant le moment le plus important de chaque chanson. Mesquin? Oui, mais c'est comme ça que ça commence. C'est toujours comme ça que ça commence. Alors, tu es prêt? Bien. Commençons ta visite.
Après tout, je serai avec toi tout au long du chemin. Je ne voudrais pas que tu te perdes.